Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour mon deuxième live où on va ranger ma mangatech et discuter un peu les séries qu'il y a dedans. La dernière fois, on avait fait toute l'étagère ici, avec pas mal de séries, parce que le but est de ranger par ordre alphabétique des auteurs des mangas que je lis, afin de mettre en avant les auteurs et mettre ensemble leurs œuvres pour suivre ce qu'ils ont fait d'un bout à l'autre par ordre chronologique, ce qui est une façon intéressante, je trouve, d'étudier leur travail. Et donc on commence sans plus tarder la deuxième étagère avec Iwaaki Itoshi, dont je n'ai qu'un seul manga qui est terminé. Terminé donc c'est là. Glénat c'est là. Ici. Hop là. Parasite, édition originale. J'avais regardé l'animé à une époque qui existe, je ne saurais vous dire laquelle, et j'avais pas tant accroché que ça. Enfin, j'avais trouvé ça bien, puis j'avais arrêté au premier quart, à la moitié, j'en ai aucune idée, mais je vais arrêter plutôt rapidement. Parce que je suis pas fan d'animé en fait, faut croire. Mais par contre, le manga, j'ai lu donc à chaque fois qu'il est sorti dans cette édition, et qu'est-ce que c'est bien! Ah là là, mais comment tu peux faire des travaux sur l'humanité sans utiliser d'humain, encore une fois, un peu à l'instar de Beastars, et être aussi pertinent? Et en plus de cela, ce qui me plaît encore plus, c'est quand les mangas sont plutôt vieux et que j'arrive à trouver des nouvelles idées que j'ai pas dans les mangas plus récents, ou à trouver ça quand même intéressant. Alors je veux pas dire non plus que genre parce que c'est vieux, il y a aucune chance que ça marche, mais il y a moins de chances que je découvre des nouvelles choses dedans. Parce que ça a été repris dans des trucs plus tard. Mais là, waouh, j'ai eu plein de choses à mettre sous la dent tout le long. L'évolution du personnage principal, l'évolution du personnage qui est dans lui, les adversaires qui vont, qui viennent, qui ont une histoire, qui sont intéressants aussi. C'est vraiment une très belle série. Hop, ah, la dernière fois, les mangas que j'avais déplacés, je les ai posés là par terre. Vous pouvez pas voir. Et donc ça me bloque actuellement pour poser mes mangas. Euh, T'as la place? Et. Oui, non, oui. Ouais, presque. Hop, on va virer ça, sans ça large. Voilà. Hop. Ensuite, alors ça c'est en jaune parce qu'on l'a fait. Et ensuite on passe à Izumi Mitsu. J'ai encore les réflexes de lancer en jouant, vu que j'ai commencé à jouer il y a quelques jours. Parce que j'ai regardé là-bas, vu que c'était là-bas. Sauf que maintenant ça doit être par terre là. Hop. De cet auteur j'ai Magus of the Library. J'avais acheté les deux premiers tomes parce que je sais pas s'il y avait une offre qui était un tome acheté, un tome offert. Ah, généralement c'est écrit sur le code barre, mais là il n'y a pas de code barre. Dommage. Et quelle belle découverte! J'ai pas encore pris le temps d'acheter les tomes suivants parce qu'il y avait des séries que j'ai priorisées. Mais ça se fera, hein. En temps et en heure, toutes les séries qui sont pas encore à jour le seront. C'est le but. Mais voilà, c'est bien! Je suis donc plutôt un gros lecteur, je dirais. Je veux pas m'avancer les qualités moyennes, tu vois, mais j'estime que j'ai déjà lu tout ce qu'il y a derrière moi, là, que vous pouvez voir. Et que je lis des romans de temps en temps, enfin surtout l'été, parce que j'ai plus de temps. J'ai demandé qui me garde beaucoup. Et donc, voir un manga sur les romans, sur les lecteurs, sur le fait de vivre ce qu'on lit, et sur plein de choses de ce genre-là, ça me plaît beaucoup dans l'idée. En plus de cela, c'est vraiment magnifique visuellement. Waouh! Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des décors ou des expressions aussi belles et aussi touchantes rien que par le dessin. Et donc, quand t'as le dessin, quand t'as un domaine qui t'intéresse et quand t'as des personnages qui fonctionnent bien, ça fait une œuvre qui donne envie de lire, tu vois. Est-ce que ça tiendra à la longue? Est-ce que ça suivra malgré un rythme de parution qui n'a pas l'air très pressé? Eh ben, on verra quand je lirai pour de vrai la suite, hein. Hop, ça se range là-haut. Là. Ensuite, on passe à Kakizaki Masazumi, dont j'ai deux tomes, deux séries. Faut que je vérifie laquelle était en première. Kakizaki Masazumi Manga News.
Keki Kezaki Mazazumi. C'est Rainbow que j'ai lu 3 tomes. Et en plus, c'est que dessinateur, mais j'ai lu seulement 3 tomes. Après, il y a Hideout, Green Blood et Bestiarius. C'est quoi le problème entre Hideout et Green Blood? Ils sont tous les deux de 2010. Ok, bah ça sera Hideout et Bestiarius alors, dont on doit parler. Et il n'y a rien eu depuis, c'était en 2011. C'est triste. Ils doivent être là tous les deux. Hop. Alors, ça sera valable pour toutes ces séries parce que j'ai lu Green Blood dans une bibliothèque à l'époque. J'ai lu 3 tomes de Rainbow et j'ai lu donc Hideout et Bestiarius. Mais alors, niveau dessin, il envoie. Kakizaki est vraiment puissant dans ses traits. S'il faisait un vrai manga shonen d'aventure, je pense que ça cartonnerait. Bon, il faut un scénario derrière évidemment, mais niveau dessin, niveau trait, niveau puissance, niveau démesure des combats, ce qui plaît au lectorat, sauf à moi dans certains mangas. Ah, One Piece! Et là, ça marcherait très bien, parce que vraiment, à son trait, il envoie. Moi, donc, mon seul manga d'horreur, parce qu'on a des mangas sinon qui sont un peu gore, mais de loin, très très loin d'être des mangas d'horreur pour moi, je trouve. Et donc là, bah, c'est un one shot, on a une petite réflexion sympa sur le cycle des monstres, on a pas mal de petites idées, alors que c'est un one shot et que le but c'est juste de faire peur. Et même en relisant, je suis pas toujours très à l'aise. Et ensuite, Bestiarius, on a une grosse fresque de gladiateurs à l'époque romaine, qui est donc une période qui me parle plutôt bien. Enfin, c'est de base de la mythologie grecque qui me parle bien, mais comme ça a été beaucoup repris dans la mythologie romaine, et ben j'aime bien aussi, ça s'accorde pas mal avec. Et donc là, on a une belle galerie en 7 tomes, avec pas mal de petites histoires différentes, qui sont à chaque fois numérotées dans les chapitres. Genre, il y a 8 histoires différentes en soi. Et j'aime bien quand il y a des rappels de l'une à l'autre, qu'on apprend au fur et à mesure l'ordre chronologique des histoires, que ça fasse une sorte de vraie galerie d'ensemble. Et puis, le côté héroïque, il marche bien. Ça, on peut sentir une légère, très légère répétition de la construction des 3-4 premiers volumes, mais une fois que toutes les différentes histoires ont été mises en place, donc les différents personnages, et qu'elles commencent à se recouper dans les 3 derniers volumes, qu'est-ce que c'est puissant! Et ça vaut le coup de passer 4 volumes à se répéter un peu, enfin, pour pouvoir tout mettre en place, si c'est pour envoyer autant derrière. Franchement, Kakizaki, je sais bien quand il faudrait que je me trouve le Green Blood pour compléter et avoir tous ses œuvres en tant qu'auteur. Et après, bah Rainbow, parce que je sais que c'est bien écrit aussi, même s'il est qu'au dessin, mais ça ira pas avec cela. Allez, au rangement. Hop! Vinland, pousse-toi! Alors que c'est Vinland Saga, il dit, hein. Hop! Kakizaki, c'est fait. Ensuite, on s'intéresse à Kanazawa Nobuaki. Là aussi, il faut jouer de l'ordre, même si je crois le savoir, mais je vais être sûr. Parce que là, j'ai 4 œuvres de lui. On va prendre à écrire surtout. Kanazawa Nobuaki. Kanazawa Nobuaki, ouais. Vitesse. Waouh! Il n'y a aucune œuvre sur le site, super! Mais pas le personnage! L'auteur! Et je m'en fous du personnage! On va passer dans King's Game du coup. Et par. Cassez-vous la pub! Et par Kanazawa Nobuaki. En même temps, quand on est au point de nommer ton personnage principal comme toi-même, c'est compliqué. King's Game, Extrême, Spirale, Origine. Ils étaient déjà rangés dans l'ordre. Gros malin. King's Game, Extrême, Spirale que j'ai pas, et Origine. Je vais me débarrasser parce que là il y a un peu beaucoup de tomes par contre. Hop. Voilà.
King's Game de base, qui est donc l'adaptation du roman du même nom, où le personnage principal est Nobuaki Kanazawa, qui est le nom de l'auteur, ce qui est donc une étrange façon, que si j'appelais mes personnages que je crée Komorebi, ou avec mon prénom civil, ce qui est plutôt étrange comme façon de faire. J'étais content, c'était la première série un peu gore quand j'étais adolescent, donc ça faisait du bien, tu vois, quand t'es adolescent, tu te confortes dans des trucs un peu dangereux, un peu ensanglantés. Sauf que j'ai relu plusieurs fois, une fois par plaisir et une fois pour écrire un truc dessus. Et c'est un peu moins intéressant que de mes souvenirs. Enfin, genre, c'est pas très intéressant du tout en fait. Les personnages changent un peu vite d'idée d'un bout à l'autre. Il y a des fausses pistes qui sont pas terribles. La fin m'a jamais spécialement dérangé, ça par contre, et la solution non plus. Mais après, c'est juste du gore pour du gore, j'ai envie de dire. Après, on a Extreme, dont le but est d'être la même chose, mais avec encore plus de sang. Et étrangement, c'était un peu mieux à ma deuxième lecture, parce que les personnages sont un peu plus attachants, parce qu'il y a un peu plus d'idées dans le fait d'avoir deux gagnants plutôt qu'un seul, et donc d'avoir pas mal de traumatismes à traiter d'un coup. Voilà. Mais voilà, ça reste un petit jeu sanglant sans non plus des milliards et des milliards d'intérêts. Mais c'était un peu mieux. Par contre, il y a Origin que je trouve sympa à chaque fois. Bon, les réponses sont clairement évidentes vu les trois indices qu'il y a au début de l'œuvre. Mais je trouve que le fait de retirer la technologie, retirer quelques explications bizarres, ça fait qu'on s'intéresse vachement plus au personnage et que ça marche mieux que les deux séries d'avant. C'est pas pour autant une grande série, c'est sûr, mais quitte à relire du King's Game, moi ça serait King's Game Origin à choisir. Et je crois que savoir que, heureusement que je n'ai pas la partie spirale, parce que elle a pas l'air des plus passionnantes. Mais je suis triste de ne pas avoir Apocalypse, si je ne m'abuse, donc la série, la toute dernière qui est censée conclure, qui prend tout le pays, qui est teasé à la fin de je ne sais plus quelle partie, à la fin d'Extrême, je dirais, et qui est donc le cinquième et dernier roman. Mais sauf que à traiter en manga, je pense pas que ça soit possible, donc on n'a pas. Et alors, donc si tu veux faire mon classement, ce serait Origine, Extrême et de base, pour les raisons que j'ai énoncées. Maintenant, on va poser ça dans les étagères parce que ça va être un peu long. Je passe pour un autre. Non, ça va être trop serré. Et voilà, c'est rangé. On a fait le premier étage. Wouhou. Ensuite, auteur suivant, qui est Kataoka Jinsei. Hop. Donc c'est Deadman Wonderland. Je sais qu'il a fait une autre œuvre qui se termine très prochainement, ou qui vient tout juste de se terminer en France, je ne sais plus, avec le même dessinateur pour l'accompagner. Sauf que vu que je trouve que j'en ai même pas eu pour mon argent, alors que j'ai acheté Deadman Wonderland entièrement d'occasion, ça va être compliqué. Parce qu'en fait, on a un petit univers sympathique d'un gosse qui va en prison alors qu'il a rien fait, et dedans, il découvre pas mal de choses supplémentaires sur son monde, avec des gens qui utilisent leur sang comme arme. Il découvre quelques amis qui sont pas forcément des amis, et plein de choses comme ça. Sauf que j'ai un gros problème avec la construction. Déjà, on a un découpage en deux parties, si je ne m'abuse, mais la deuxième partie a une taille plutôt ridicule, donc ce qui fait que ça fonctionne pas très bien. Et c'est surtout au niveau des ennemis que ça pêche. Il y en a un qui, le premier, qui fonctionne à peu près sans moi. Genre, il fait rien du tout, mais au moment où il disparaît et fait ses dernières actions, je l'aime beaucoup dans ce qu'il raconte. Justement, pas si à ce moment-là. Mais alors,
le personnage qu'on croyait allié et qui est méchant et celui qui le contrôle plus ou moins. Ah, qu'est-ce que c'est pas intéressant et qu'est-ce que j'aime pas. Et donc ça fait que malgré quelques personnages sympathiques, comme celui-ci dont j'ai absolument plus le nom, sont complètement écrasés par de la fausse folie, ou alors juste de la folie pour être fou, donc ce qui ne raconte pas grand-chose, ce qui est pas très intéressant. Et en fait, ce qui m'embête surtout, c'est d'avoir du coup du potentiel de raconter des histoires pas mal, et de se casser les pattes plusieurs fois dans des idées de révolution qui marchent pas, dans des idées de folie qui marchent pas du tout, dans des ennemis un peu fades. Alors, il y a plein de points positifs, hein. Je pense que pas mal de gens peuvent s'y retrouver, mais au final, en repensant à la fin à ce que ça racontait vraiment, j'en retire pas grand chose. Et donc ça fait des tomes un peu longs parfois alors que les tomes sont tout petits. Arrêtez de tomber là. Eh, la gravité, tu me saoules. Moi je vais tuer la gravité là, j'en peux plus. Hop. Ensuite, Kevin Fran. Quel gros suspense sur ce que je vais sortir. C'est là. Et bah, c'est donc Kiei, étant donné qu'il a fait que ça comme manga pour l'instant. Et ben, c'est un manga quoi. Il s'est fait plaisir, l'auteur. Après, bah, ça aurait été bien que nous on sente du plaisir aussi, hein. Non, non, en vrai, c'est pas si pire, notamment quand on commence enfin à avoir une histoire ou des chapitres qui se suivent plutôt que juste des blagues. Parce qu'autant leur blague passe parfois en vidéo, autant là, sous format manga, ça passe très moyen. Donc le premier tome est vraiment une expérience, on va pas se le cacher. Et après, pour le reste, ben, ça garde un peu cet humour un peu bizarre. Mais il y a des personnages un peu plus vivants, il y a une intrigue qui se suit. Après, c'est pas non plus la meilleure intrigue qui soit, mais voilà, ça fait quand même. C'est pas une horreur à relire, je pense. Je l'ai pas relu encore depuis que j'ai lu une fois chaque tome, donc ça me fait pas spécialement envie. Mais bah ça finit moins pire que ça commence. C'est bien déjà. Si ça s'améliore que ça, et après qu'il fait une autre œuvre qui continue de s'améliorer comme ça, à un moment, ça sera très bien. Ça va pas passer en hauteur, je crois. Ouais. Ensuite, on a Kishimoto Masashi. Là, je sais à quoi vous vous attendez, mais je sais que c'est pas du tout ce que vous allez avoir. Parce que ici, je n'ai que Samurai 8. En effet, il y a des mangas dans la chambre de mon petit frère. Donc dedans, il y a Dragon Ball, il y a Naruto, il y a Hunter x Hunter, il y a One Piece Party, il y a Pokémon La Grande Aventure, et il y a Yu Yu Hakusho. Donc il fait tout ça d'œuvres qui ne seront pas là, et dont je vais pas parler. C'est pour ça que pour Masashi Kishimoto, je parle que de Samurai 8. Mais je vais être positif quand même, moi j'ai beaucoup aimé Samurai 8. Le premier tome est très dense, vu qu'il vous raconter beaucoup de choses. Mais après, quand ça parle de rivalité entre samouraïs, quand ça parle de maître-élève, quand ça parle de trucs dans l'espace, même quand il fait des petits jeux un petit peu de Battle Royale, il y a tout qui marche bien. Je trouve ça intéressant parce que tous les liens qui sont montrés sont là pour rendre le samouraï plus fort, ce qui est donc une technique plutôt commune dans les shonen pour rendre les héros plus forts en mode hey, j'ai des amis donc je pense à eux donc je gagne. Sauf que là c'est justifié dans le code des samouraïs parce qu'il lui faut une princesse pour qu'ils fassent une sorte de cercle vertueux entre eux. Il la protège, elle le soutient et le renforce, il la protège et ainsi de suite. Pareil de maître à élève, pareil avec les rivaux. Et au final, on a pas mal de groupes, ça aurait pu faire une énorme recherche des 7 clés pour sauver la galaxie. Et au final, ben, c'est très accéléré, il y a les 7 clés qui arrivent d'un coup, ce qui est très dommage, alors qu'elles auraient pu venir avec des bonnes surprises, vu qu'il y en a qui sont des personnages plutôt intéressants. Et le combat final paraît finalement un peu facile, vu que bah, il arrive au top 5. Et c'est dommage. Moi j'aurais bien voulu que ça prenne le temps de se poser, de devenir plus qu'intéressant, de prendre en puissance, de montrer bien tous les personnages, et ensuite d'attaquer.
Et pourtant, non, c'est une série dans l'espace qui n'a pas eu le temps de décoller. Alors que Eden Zero qui a toujours pas décollé au bout de 20 tomes, bah ça continue toujours, ça me dégoûte. Et ça passe. Ensuite, du Kiyomi Sugishita qui doit être par terre. Et non, pas du tout, c'est là. Avec Deep Sea King, avec Deep Sea Aquarium Magmel, dont j'ai lu le tome 7 pas plus tard qu'hier. C'est pas des grosses claques, vu que les tomes se ressemblent un peu de l'un à l'autre, et n'apportent pas non plus grand chose à une sorte de fil rouge qui pourrait rendre l'œuvre plus spectaculaire. Mais alors, qu'est-ce que je passe un bon moment à chaque fois devant? Qu'est-ce que c'est rafraîchissant? On découvre les poissons des fonds marins, on découvre à quel point bah, les fonds marins, les animaux, la vie, c'est beau. Et ce, avec des personnages bah, qu'on découvre au fur et à mesure, qui sont mignons, avec des petites intrigues, genre, on parle d'un poisson, et en fait ça parle du fait de pas vouloir s'avouer l'amour, parce qu'il n'y a pas besoin, parce que bah, juste en le montrant, en étant avec l'autre, bah, ça suffit. Ça parle de poisson, mais en fait ça parle d'une amitié entre trois pêcheurs. Ça parle de poisson, mais en fait ça parle de s'habituer à un nouveau collègue qui n'a pas du tout la même vision de monde que nous. Donc c'est pas exceptionnel, mais qu'est-ce que je passe au moment à chaque fois devant, donc ça marche largement pour moi. Hop, hop. Ensuite, la série d'après que j'ai eu le temps de lire, c'est dans la série terminée, là. Yuki, non, Kodama Yuki, avec Demon Tune. Et bah là encore, c'est pas une série très longue, et c'est pas une série très marquante, mais j'avais passé un bon moment devant. Ben c'est encore des ennemis avec des pouvoirs spéciaux et des personnages principaux qui sont des chasseurs, des samouraïs, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment les bases actuelles qu'il y a partout, on va pas se le cacher. Mais ça fonctionne plutôt bien, regardez le trait du dessin comme il est rigolo. Il est tout rond là. Je crois que c'est la personne derrière Bloodlad, si je ne m'abuse. Et bah ça se voit, niveau visuel et idée. Et là ça marche bien encore une fois. Parce qu'il y a plein de trucs qui marchent avec les samouraïs et qui sont faciles à faire. Genre les relations père-fils, les relations maître-élève, qui peuvent être parfois les mêmes. La rivalité, les antagonistes. Là j'aime bien le méchant qu'on nous montre. Parce que bah, c'est pas la typologie d'un grand méchant, mais bah finalement il arrive très bien à raconter ce qu'il a raconté et ça fonctionne. Alors je vous avouerai que j'ai pas été marqué par grand chose au final parce que je me souviens plus du tout, enfin je me souviens plus spécialement de ce qu'il y a dedans. Mais je sais que bah ça aurait pu continuer quelques temps en plus vu qu'il y a des intrigues qui sont pas vraiment soldées ou qui sont en mode eh bah ça existe, ça aurait pu exister, il aurait pu y avoir une suite, mais voilà c'est la fin parce qu'il y a l'intrigue principale qui est terminée. Et bah c'est aussi genre des ouvertures vers la suite tu vois. Et j'aurais pu voir cette suite sans souci. Pas avec un grand plaisir non plus mais sans déplaisir. Voilà c'est peut-être un peu trop serré, peut-être que j'enlève des trucs là. Hop, hop. J'ai pas regardé ce qu'il y a après. Ah bien sûr. Ce qui aurait pas été décalé de beaucoup finalement. Les Kurosawa. Là. J'ai découvert l'existence des Kurosawa dès le premier tome qui est sorti. Et je sais pas, ça m'avait pas spécialement intrigué plus que ça. Enfin, si j'avais envie, mais pas au point d'en acheter. Et ensuite, bah, à partir du moment où celui se René Descartes, Discours de la méthode est sorti, je les ai tous achetés, donc sur Cléopâtre.
sur Émile de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau, ou alors sur Marie-Antoinette. Et ben, autant ceux sur les écrits philosophiques ou sur les romans, ça marche bien, parce que ce serait bien de rassembler le fond de leur pensée, la synthétiser, la rendre assez claire, et l'expliquer bah, morceau par morceau pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, tout en faisant une petite intrigue pas forcément passionnante, mais qui permet de coller ça à un cas réel et de mieux comprendre encore. Mais ceux qui sont historiques, dans ceux qui ne veulent pas très bien Marie-Antoinette, c'est plus compliqué parce qu'une vie entière à résumer, il faut bien choisir. Des fois, c'est un peu long sur pas grand chose, et des fois, c'est un peu vite sur des trucs importants. Et donc, ça, c'est plus compliqué à me plaire totalement. Mais c'est pas pour autant que je suis contre le plaisir de découvrir leur histoire. Ou alors, en plus, ça donne envie d'en voir plus, et donc ça marche, ça donne envie d'être culturé, comme on dit. Mais surtout, ça donne envie de racheter le tome de René Descartes, puisqu'il a pris un bain à cause d'un petit frère donc, que je ne nommerai pas. Et donc, les pages sont un peu dures. Et encore, ça va mieux qu'avant. Genre, c'est plus dur, c'est juste gondolé maintenant. Ça va déjà, c'est bien. Hop. Ensuite, on a le maire Renault. Là. Hop. Dreamland, qui est actuellement 20 tomes, qui est actuellement, qui est quand même un des mangas français les plus connus, car un des piliers. Mais comme ça a 20 tomes actuellement, que vous pouvez voir que j'en ai que 9, c'est parce que c'est la série qui est actuellement en rattrapage. J'en avais acheté 2 ou 3, je sais plus pourquoi, sans doute parce que là aussi il y avait une offre un tome acheté, un tome offert, un truc comme ça. Et on est dans le moment où je les rattrape. Et donc pour l'instant on va rattraper jusqu'au tome 9 actuellement, mais j'en ai 3 dans ma chambre à lire, donc on a rattrapé jusqu'au tome 12 en fait. Et donc on se rapproche petit à petit. Et bah c'est plutôt sympa, on va pas se le mentir. Euh, bon, pouvoir alterner entre les vrais moments shonen dans les rêves et la vie normale, c'est sympathique, mais il faut que ça raconte des choses intéressantes dans la vie normale, et c'est pas toujours le cas. Des fois ça marche bien, vu que certains passages de l'adolescence et certains passages vers l'âge adulte sont importants et peuvent être montrés de manière intéressante. Et parfois il y a moins de choses à dire, donc c'est moins intéressant et ça se sent. Et dans les rêves, eh ben, il y a des passages très classes, comme Casinopolis, que j'aime beaucoup. Il y a des passages un peu longs pour se raconter, comme La ville des chats. Il y a des passages où tu comprends pas tout, parce que ça parle de toute la géopolitique de Dreamland d'un coup, avec plein de personnages dans tous les sens. Et donc c'est pas toujours simple de se suivre. Mais dans l'ensemble, on voit qu'il sait à peu près où il va, et tu sens quand même la patte française qui apporte un petit touche en plus dans les mangas qu'on a l'habitude de voir. Genre, tu peux arriver à un passage ou un dit ou à un truc, tu te dis ah mais ça j'ai déjà eu, je sais ce qui va se passer. En fait, pas du tout parce que c'est français, donc c'est bien différent et ça marche bien. Donc Dreamland, ça envoie du rêve. Bon bah le prochain auteur j'en ai pour 130 ans pour ranger après, car il a fait quelques tomes. Pas des masses de mangas, mais quelques tomes. Hop. Parce que c'est Hiro Mashima. Donc, actuellement j'ai 3 tomes dans les mains, mais c'est parce qu'il a fait 4 œuvres. Mais j'en ai que 3. Bon, l'ordre normalement je le sais. Mais je suis pas sûr. Enfin, je suis presque sûr, mais il faut que je sois sûr. Ça va tellement rien ce que je raconte. Ouais, c'est logique. Donc on a Fairy Tail qui a commencé en 2006. On a Eden Zero qui a commencé en 2017. Et Mashima Zeroes qui a été en 2019. Et merde, j'ai fermé là l'onglet. Oupsie. Donc on va parler de 3 œuvres d'un coup, dont ça qui est pas dans l'ordre. On va commencer par Fairy Tail, que j'aime particulièrement moi.
ça fait quand même depuis le collège que je traîne avec Fairy Tail. Et même si je vous accorde qu'il y a quand même quelques gros points faibles, comme un peu de fanservice de temps en temps, mais alors c'est à peu près tout ce que je veux bien vous accorder. Parce qu'au niveau des dessins, Mashima il envoie quoi. Au niveau de la construction des arcs, jusqu'à l'arc Tartaros, donc j'ai les tomes 50 du coup ça, j'ai vraiment rien à redire sur ce qui se passe. Les constructions peuvent parfois se ressembler, genre c'est tout souvent une grosse équipe arrive, donc t'as les membres de Fairy Tail qui se séparent en un ou deux et hop, ils ont chacun leurs propres adversaires. Mais au niveau de l'univers, au niveau des personnages qui sont agréables à suivre, au niveau des décors, au niveau de tout ça, tout est parfaitement réussi. Et j'adore les premiers arcs, genre vraiment toutes les premières parties, j'adore, ça y a pas de souci. Jusqu'à l'arc des grands jeux magiques, je trouve ça exceptionnel. Après, je pense que c'est les mêmes défauts qui reviennent, mais en plus grande quantité, et donc là ça commence à me déranger dans l'arc Tartaros, et surtout dans l'arc final, vu que l'arc final est très répétitif et coince un peu parce qu'il y a beaucoup d'ennemis à traiter. Mais jusque-là, moi j'adore. Après, il y a Eden Zero, qui a toujours le potentiel d'être sympathique, mais pourtant je lis chaque tome et à chaque fin de volume, je suis en mode c'est sympa, mais y a pas de bidet. Voilà, c'est une référence que personne n'aura. Non, je sais pas pourquoi je trouve pas ça super bon, mais je trouve pas ça super bon. Sans doute les personnages auxquels j'accroche moins, sans doute que c'est les mêmes défauts que dans Fairy Tail, sauf que ben, le dosage n'est plus le même que dans Fairy Tail et ça me parle vachement moins. Et c'est dommage. Parce que je sais, parce que Mashima peut faire des trucs qui me plaisent au niveau de la construction des univers. Mais là, bah, les combats prennent une plus grande place à chaque fois. On ressent moins le côté vivant des planètes, on ressent moins le côté dangereux des populations qui y vivent, contrairement aux premiers arcs de Fairy Tail. Et donc ça marche moins. Et puis surtout, à peu de moments près, on sent pas beaucoup le danger. Je ne demande pas non plus parce que les héros sont souvent en danger, mais là, waouh, c'est pas souvent réussi. Et en plus, il y a Mozuko. Quelle erreur de créer Mozuko. Quel est ce personnage? Quel est le sens de ceci? Que veut-il nous raconter avec Mozuko? Je veux pas en savoir plus, hein, mais pourquoi? Et ensuite, il y a Heroes qui permet à Machina de se faire plaisir, de rassembler ces trois galeries et personnages, de montrer qu'elles sont identiques, de se montrer en tant que dieu dans cet univers. Et voilà, hein, c'est de l'humour, ça montre, eh, on est pareil ou quoi? Ça montre, eh, mais on est différent ou quoi? Et c'est tout. Au moins, il se fait plaisir, et au moins, bah, ceux qui sont fans de Machima, ils ont un petit cadeau. Donc, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que je trouve vachement plus pertinent dans Fairy Tail que dans Eden Zero, et où j'espère me retrouver un moment dans Eden Zero. Ah, c'est trop serré ça, au secours! Voilà, et maintenant j'en ai pour un petit temps, parce qu'il faut dépasser 63 tomes de Fairy Tail. Waouh, waouh! Mais au moins, ça remplira bien cette étagère. Hop! Et le 12. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez de là, mais regardez comme c'est beau. Des tomes simples et un tome double en plein milieu. Ah, et ben bienvenue Soshwifty sur mon live. Et pas fan de Eden Zero non plus. T'es à jour? T'en es à où? Ah, c'est trop serré ça. Hop, 50 tomes. Volume 18. Ouais, donc t'es à jour? Ouais. Et est-ce que t'arrives à mettre le doigt sur pourquoi t'aimes pas? Parce que moi, bah, je vois que j'ai un peu de mal des fois à savoir pourquoi j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas non plus, mais je trouve ça assez fade. Et voilà, c'était plus rapide que en fait. Fairy Tail est dépassé.
ça dégage. Ensuite, Eden 0. Et Rose. Voilà. Excusez-moi pour ce plan sur mes fesses qui a duré très longtemps. Tu viens de le dire, l'histoire est terne et les personnages pas forcément intéressants. Très bien. Et je t'avouerais que ça me fait un peu plaisir de trouver quelqu'un qui a à peu près mon avis. Parce que bah, mon frère préfère Eden Zero, je veux dire, préfère Eden Zero à moi, mais ça n'a pas de sens, il va pas préférer un manga à son frère quand même, ça n'a aucun sens. Préfère. Il aime plus Eden Zero que moi j'aime Eden Zero. Donc des fois c'est un peu triste de parler de ma vie. Mais surtout, sur Twitter, au début, à chaque fois quand je disais que je n'aimais pas plus que ça Eden Zero, on me disait mais t'inquiète, l'arc d'après c'est génial, ou alors comment tu peux ne pas aimer. Et c'est très perturbant d'être jugé comme ça sur des goûts. Ensuite on a Matsui Yusei. Et là c'était vraiment stupide. Oula. Parce qu'on va parler de Assassination Classroom, mais comme j'aime beaucoup l'auteur, que je vous comptais m'acheter The Elusive Samurai, qui est en cours actuellement dans le Shonen Jump, et qui sort en mai, en mars, en France, je me suis dit, tiens, je pourrais aussi prendre sur les mangas, afin d'avoir la totale de cet auteur. Donc je me suis pris, là, courant janvier, les 14 premiers tomes de Neuro, le mange mystère d'occasion. Donc il ne restera plus que 9 pour avoir la totale. Mais j'ai encore rien lu, donc je ne peux pas vous en parler. Et en plus, c'est stupide parce que je vais ranger Assassination Classroom et tout ce qu'il y a derrière. Et après, il faudrait que je décale tout pour acheter un euro. Et ça fait plaisir. Hein. Et donc, oui, Assassination Classroom, moi je trouve ça très bon. Je connais l'histoire plutôt bien parce que j'avais lu en scan comme un délinquant il y a très longtemps. Puis j'avais regardé l'animé avec mon petit frère. Puis j'avais lu en achetant les tomes. Puis je les ai relus une fois. Puis je les ai relus une fois pour écrire dessus. Ah, deuxième fois que quelqu'un est la première fois dans le chat aujourd'hui. Salut Lou13, salut à toi aussi du coup sur le live. Et ben ça va plutôt bien. Hein. C'est cool de pas avoir cours un lundi. Moi ça me fait plaisir de pas avoir cours un lundi et de pouvoir liver comme ça, avoir fait quelques missions pour la maison. Du coup j'étais pas en cours. Et toi du coup, comment tu vas Lou13? Et donc je suis plus fan du manga que de l'animé perso. Bah je t'avouerai qu'en règle générale moi je suis plus fan du manga que de l'animé pour à peu près toutes les œuvres vu que maintenant bah, je regarde plus d'animé. Il y a que Jojo que je regarde encore en animé. Mais ça c'est parce que c'est très long en manga et que bah, j'ai un peu la flemme. Mais tout le reste c'est un manga que je lis. Donc pour comparer c'est plutôt simple. Et donc oui, bah, Assassin's Creed Classroom, j'ai beau avoir vu donc l'histoire 5 fois, je suis toujours touché par la fin notamment, on va pas parler de la fin tout de suite. Genre là, au début c'est une sorte de manga humoristique plutôt tranquille sur laquelle j'ai pas grand chose à dire. Mais assez vite, quand les vrais tueurs entrent en relation et que les élèves veulent, enfin ont enfin des envies à eux, qu'est-ce que ça marche bien. Je trouve que l'auteur écrit vraiment bien, les personnages sont super agréables à suivre. Et il y a des arcs que je trouve merveilleux, genre celui sur l'île, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, qu'est-ce que j'adore cet arc. Les combats contre les tueurs professionnels, ouh, ouh, ouh. Et après ça enchaîne sur Shinigami, ça enchaîne sur une scission ouais, entre les membres de la classe, et ça enchaîne sur le grand final. Ah franchement, il y a peut-être 5-6 tomes au début où je suis en mode, c'est pas ouf ouf, mais après ça envole jusqu'à la fin. Et j'aime donc beaucoup Assassin's Classroom. Et la fin m'a eu niveau émotion plusieurs fois, alors que je connais l'histoire, vu que je l'ai vu 5 fois. C'est terrible. Donc je vais ranger ça. Hop. Attendez, il y a quelques chats d'un coup.
Oui, c'est vrai que c'est très agréable de ne pas travailler le lundi, moi je vais bien super. Eh ben tant mieux, Loutrel, ça me fait plaisir. Elle a eu tout le monde, je crois. Pas sûr, hein, tu sais. J'ai l'air, il y en a qui ont pas de cœur. Ça arrive, certes, mais c'est un jugement. Mais on n'est pas tous touchés par les mêmes choses, et donc je peux comprendre que certains aient été déçus. Ce serait un peu dur quand même pour la fin, mais n'aient pas été si touchés que ça. Salut Happy Beam, et bienvenue avec ton premier message, qui est bien beau tout ça. C'est vrai. C'est vrai que je suis bien beau. Non, c'est vrai que le monde des mangas, et de toute façon, l'écriture et le fait de créer des histoires, c'est bien beau. Ah! Merci pour le suivi, Happy Beam, ça me fait plaisir. Et dis donc, ça suffit car je n'ai pas encore lu le manga parce que si je lis pas le manga, c'est que je ne sais pas lire le monde Dieu, l'IA. Ça va le 13. Bref. Et du coup, oui, j'avais pas forcément fini. Sur Matsui, en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est ses couvertures. Il y a eu une euro où il a joué sur le fait de mettre ses couvertures à l'envers. Genre, les 10 premiers tomes, t'as le titre en haut et les personnages ils sont à l'envers dessus. Je vais chercher le premier tome, j'arrive. Je vais vous montrer. Je vais chercher les tomes qui m'intéressent. Hop, entre 1 et 10, t'as le titre en haut et t'as les personnages qui sont à l'envers. Genre, t'as la tête en bas et le corps en haut. Ce qui est donc la définition d'à l'envers en fait. De 11 à 20, tout est à l'endroit et donc ça retrouve un truc normal. Et de 20 à 23, et les personnages ils sont sur le côté si je ne m'abuse. Ce qui a sans doute un sens et que je comprendrai quand je lirai, mais ce qui est une construction comme une autre. Non, pas comme les autres, sinon, je suis très bête. Ensuite, il y a le Station Classroom où t'as des tomes d'une seule couleur. Genre, les couvertures c'est uniquement le visage de Koro, les deux yeux et la bouche. Et à chaque fois, l'idée c'est de trouver quelque chose de différent juste sur la couleur. Ce qui est donc vraiment des jeux de couverture très intéressants. Et maintenant, il y a The Elusive Samurai, qui est juste très chargé et très rouge, ce qui est bizarre. Mais en même temps, ça me perturbe. Genre, il y a une œuvre où il parle de mystères, de démons qui mangent des mystères, des soucis mentaux des personnages par ces mystères. Ensuite, il parle d'assassins qui veulent tuer leur prof et de leur prof qui veut lui-même aider les assassins. Et ensuite, c'est une histoire de samouraï historique. Donc, je vais acheter The Elusive Samurai, mais ça me fait peur sur sa qualité et sur le fait qu'il soit un peu coincé Matsui par rapport à d'habitude. On verra bien. Ensuite, le prochain paragraphe alphabétique d'auteur, c'est une histoire un peu triste. Et là, en plus, c'est con de mettre l'auteur en avant. Donc, je vais même pas associer son nom, mais voilà, je vais le placer dans l'alphabétique. Vu qu'on va parler de Act Age, dont l'apparition a été stoppée parce que l'auteur n'est pas forcément une très belle personne. Et donc, ça a bloqué l'apparition en France à 2 tomes sur les 8 qu'il y avait au Japon, je crois. Et c'est tellement dommage. Les dessins sont magnifiques. Et genre, parler enfin du monde des acteurs, des pubs, du cinéma et tout ça, ça pouvait être une très bonne idée et offrir une très belle œuvre. Et justement, ça fonctionnait bien avec les différents types de jeux, avec de la rivalité, avec des dessins qui arrivent parfaitement à montrer. Oui, c'est ça, Pibim, c'est encore un auteur pédophile. C'est malheureusement le cas. Mais voilà, on va surtout vanter donc les dessins qui arrivent très bien à coller aux univers des différents films ou des différentes pièces de théâtre qui sont montrées et qui donnent chaque fois envie de suivre les personnages et de montrer à quel point ils arrivent à se rentrer dans leur personnage et dans leur rôle. Et on va en rester là pour cette œuvre, malheureusement. Hop, aïe. Ah, le prochain ça va être plutôt rapide. Parce qu'on va parler de Murata Koji, dont je n'ai que Anna l'inaccessible tome 1. En fait, ça faisait partie du deuxième colis que Meian m'a envoyé, à l'époque où je pesais un peu au niveau des influenceurs manga. Non, c'est pas vrai, il y a que Meian qui m'a remarqué une fois, parce que j'ai parlé plusieurs fois de Kingdom en très bien. Donc ils m'ont offert un colis, puis un autre, puis après je vais faire un peu un burn-out de mes travaux sur internet et j'ai moins travaillé, et donc après ils m'ont ignoré, et du coup maintenant j'ai plus jamais de tome de personne. Mais au moins j'ai pu commencer plein de séries et être bloqué au tome 1. C'est bien déjà. Non, c'est que j'ai pas pris le temps de rattraper les tomes suivants, surtout. Et en fait, là, c'est une série humoristique sur
une comédie romantique avec un amour non partagé. Non, mais là, du sang, il est partagé, mais il est avoué par aucun des deux côtés. Et donc on a le bureau, on a une boss et son subordonné, et les deux sont amoureux l'un de l'autre, ils se disent pas, il y a pas mal de petits quiproquos. Puis évidemment, il y a d'autres personnages qui arrivent là-dedans, qui vont rajouter des pièces à un triangle ou à un carré, à un moment je crois que ça devient, et donc avec des non-dits dans tous les sens. Ça peut marcher, un peu comme Love is War. Oui, j'ai pas lu Love is War, mais oui, je sais que c'est comme ça, donc c'est sûr. Alors par contre, pour comparer les deux, je ne pourrais absolument pas le faire. D'autant au moins que là, j'ai eu qu'un seul tome, et c'est l'autre, j'ai lu 0 tome, donc comparaison, c'est compliqué. Mais il faudrait que je vois à la longue. Voilà, mais pour l'instant, on en est là. On verra que ça passera en rattrapage. Ensuite, Murata Shinya. Hop, Jackals, du coup, tome 1 à 7. C'est pas un manga à proprement dit, car ce n'est pas japonais si je ne m'abuse. Je vérifie ça en une seconde, évidemment. Bah, il a l'air coréen, le monsieur. Hein. Ah, ça change tout, hein. Du coup, ce n'est pas un manga, c'est un coréen qui l'a fait. Et. Ben non, on suit des tueurs avec des grosses épées. Oh, merci, Sauce Wifty, pour le follow. Ah, ça fait plaisir d'avoir deux follow dans un seul live. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, je suis content là. Merci à vous. Il est en couleur. J'allais réfléchir et regarder, mais je sais, non, c'est pas en couleur. Mais par contre, on sent bien le côté coréen au niveau des dessins, qui ont un trait plus épais et plus bien différent de son dont on peut avoir l'habitude. Bon, même au sein du Japon, il y a plein de styles de dessins différents, mais même au niveau de tous les styles qui peuvent exister, je trouve que ça se démarque encore d'une façon différente. Et donc, l'histoire est pas non plus exceptionnelle, parce qu'on a juste deux clans de tueurs, si je ne m'abuse, qui sont dans la même ville, et un peu à part, il y a aussi la police, qui forcément on a un peu marre des clans de tueurs qui traînent dans les parages et qui vont essayer de s'en débarrasser. On a des gros combats bien. C'est lecture classique. Enfin, lecture classique de manga, parce que évidemment, sinon ça n'a pas de sens comme réponse. Donc, ouais, on a des gros combats, on suit deux héros qui montent en parallèle. Un plus vers la lumière, un plus vers les ténèbres, mais si c'est pas très marqué, mais genre ils montent un peu dans des sens opposés. Et j'aime bien cette idée de confrontation, d'autant dans un manga pas très long, parce que des fois, si la confrontation met très longtemps à se mettre en place, c'est pas forcément passionnant. Donc là, ça marche bien, tout comme le fait de vouloir piéger les deux gangs d'un coup en les faisant en montant l'un contre l'autre. Et il y a quelques petits retournements de situation qui fonctionnent bien, donc franchement, Jackass, si vous arrivez à les trouver d'occasion, ça peut être une bonne idée pour découvrir des dessins et une façon de faire un peu différente. Ok. Ah oui, le prochain. Je veux parler du prochain. Hop. Ah ah. C'est Nagakura Hiroko, bien sûr, sur Rudolph Turkey. J'avais découvert ça il y a très longtemps sur une vidéo du chef Otaku, à l'époque où je l'ai regardé encore. Et un jour, dans les vacances, dans un endroit où je vais assez souvent, sur le marché, il y avait le tome 5 d'occasion. Du coup, je me le suis acheté. Et évidemment, quand on est super marrant, avec mon petit frère, on se l'est lu. C'est le tome où il y a le retournement de situation de la série. Pourtant, on a kiffé d'un bout à l'autre. On n'avait aucune idée de qui étaient les personnages et de quelle était leur construction des 4 tomes précédents. On a eu le retournement de situation qui fonctionnait quand même, car les personnages sont suffisamment marqués et utilisés dans chaque tome pour que ça marche quand même, le retournement de situation qu'il y a. Et c'est une expérience très intéressante d'ensuite lire les 4 premiers tomes et de découvrir mieux l'univers et qui sont ces personnages et comment on a pu arriver à cette trahison qui fait bien mal au moment où on arrive. Et donc ça parle d'argent, vu que on a le fils du maire qui va tout faire pour être maire et qui est perdu un peu dans le pouvoir, dans l'argent et tout ça, et dans les filles. Et donc il se crée des ennemis parce que d'autres veulent être maire. Il a également une histoire d'amour qu'il veut essayer d'avoir, mais c'est le seul truc qu'il peut pas avoir avec son pouvoir et son argent. Et donc il y a une sorte de balance entre ce qu'il a de base niveau capital et ce qu'il va avoir entre la place de maire et son amour. Les dessins sont magnifiques, les personnages marchent très bien, avec certains qui sont là juste pour l'humour mais qui fonctionnent quand même. C'est des comic relief intéressants, ce qui est pas toujours le cas. Le personnage principal, évidemment.
le retournement de situation et son personnage lié, évidemment. Et ensuite, dans la deuxième partie de l'œuvre, qui est Corps de Tome, enfin c'est pas une autre partie à proprement parler, mais à la suite du retournement de situation, c'est quand même une sorte de partie différente scénaristiquement. On a de bien belles choses pour conclure, avec un tome de construction qui prépare à la fin, et un tome final qui conclut très bien toutes ces intrigues. Franchement, Way of Turkey, je vous conseille vraiment, vraiment, et je suis très heureux de le relire à chaque fois. Pfiou. Elle est longue cette étagère. Il en reste, on a fait 1, 2, 3, 4, 4 étages et demi, il en reste 3 et demi. Et on les voit plus vraiment à l'écran. Je pense que là on est bien. Hop. Le prochain c'est Nakajima Michitsune, bien sûr. C'était où? Je les ai déposés tout à l'heure. Là. Hop. Balzar, qui faisait partie des 3 premiers tomes, c'était dans le premier colis envoyé par Meian. Et les 2 tomes suivants dans le deuxième colis envoyé par Meian, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et franchement, je crois que j'ai rattrapé encore aucune des œuvres que j'ai commencé par ces colis. Mais je pense que la première que je vais rattraper, ce sera Balzar. Je sais pas, soit Balzar, soit Gannibal. C'est les 2 œuvres qui me plaisent le plus actuellement. Parce que sinon, les autres œuvres, on en parlera en temps et en heure. Mais c'est moins ma cam que ces 2-là. Parce que là, on a des vraies batailles stratégiques avec une ambiance, je veux dire médiévale, c'est pas du tout médiéval. Une ambiance plutôt contemporaine. Genre, on ressent quand même que c'est pas les technologies actuelles, mais c'est pas si vieux. Et donc, c'est vraiment des stratégies de guerre classiques. Et la façon de les montrer qui marche bien. Et aussi, ça me fait penser à Fire Emblem Three Houses. Mais notre vétéran de guerre qu'on suit, il est mis dans une classe et son but c'est d'entraîner les élèves qui y sont. Et les rendre forts à la guerre. Et aussi libérer leur poids d'adolescence et les aider à passer à la vie adulte en passant par la guerre. Donc je pense qu'il y a une sorte de triple sens très intéressant là-dedans. Et j'ai hâte de rattraper la série, ça me plaît beaucoup. Et je remercie Mélane d'avoir envoyé cet tome parce que j'aurais jamais fait ça de moi-même, je pense. Et c'est une des œuvres que je suis le plus content d'avoir découvert grâce à eux. Hop. Ensuite, Nakamaru et Yosuke. C'est quoi déjà l'œuvre? C'est par terre ça. Je les ai vus tout à l'heure. Là. Attention, gros suspense. C'est des tomes qui étaient à 3€, du coup je les ai achetés et j'ai toujours pas rattrapé depuis car j'ai d'autres priorités. C'est vachement original ça, donc. Parce qu'en fait, c'est les combats de samouraï classiques, là c'est dans un tournoi, du coup c'est logique qu'ils veuillent s'éliminer les uns les autres. Mais, même si le dessin est plutôt dynamique, je trouve pas ça très passionnant sur le propos derrière. Parce qu'au final, eh ben, à chaque combat, ils nous montrent juste les différentes armes qui existent. Ils nous. Enfin, je sais pas vraiment ce qu'ils font, mais pour l'instant ça marche, mais je suis pas sûr que c'est assez de fond pour tenir 22 tomes. Soit il faudra rajouter du background à certains ennemis plus tard ou à nos personnages principaux, soit il faudra vraiment beaucoup d'armes différentes, beaucoup de styles de combat différents pour offrir des combats qui se différencient les uns des autres, qui offrent une envie de lire la suite. Mais à voir avec plus de tomes, ça va. Pour l'instant, je peux pas vraiment juger avec seulement 3 tomes. Hop. Ah. Une des premières œuvres que j'ai réussi, que j'ai bien kiffé en dehors des grands classiques. Donc Nanatsuki Kiyoshi. Là-bas bien sûr. Hop. Areadi. Qui était mon premier gros travail d'écriture en plus quand j'en ai parlé. Et qui était une des premières fois où j'ai réussi à faire tomber mon père dans un piège. En fait, je lui ai fait lire, il a trouvé ça excellent. Du coup, il voulait lire la suite et du coup, il a acheté tous les tomes. Et comme j'avais à cette époque-là un budget limité, moi ça m'arrangeait beaucoup que quelqu'un finance mes tomes. Bon, certes, à la base c'était pour lui, mais moi j'en ai bien profité. Parce que franchement, Areadi, même après relecture et après avoir lu quelques séries en plus, je trouve toujours ça très bon.
La première partie fait 11 tomes, si je ne m'abuse, sur 14, c'est-à-dire une grande majorité. Le dessin est magnifique. Ah, vraiment, les personnages et les décors, ah, qu'est-ce qui se sépare les uns des autres, ils sont magnifiques les deux à voir. Et encore une fois, l'histoire casse pas à trois pattes à un canard, mais c'est foutrement efficace. T'as un petit groupe qui va en prison, encore une fois. Entre les prisons et les chasseurs de démons et ces samouraïs, ah, j'en vois beaucoup hein, depuis qu'on a commencé à regarder la Mangatech. Et donc là, ils ont des pouvoirs surnaturels, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont en prison, parce que le racisme est présent. Et donc ça parle de racisme, ça parle de souvenirs cachés, ça parle de l'histoire de deux frères qui se sont brisés et qui doivent se retrouver, ça parle de confiance en soi, ça parle d'histoire d'amour, ça parle de vengeance, qu'il faut pas forcément toujours effectuer. Et tout ça avec des gros combats qui fonctionnent très bien, avec des ennemis qui ont chacun leur spécificité. Parce qu'il y a trois grandes zones à faire tomber. Il y a en plus une quatrième force plus ou moins cachée derrière et tout ça. Il y a donc beaucoup d'éléments qui fonctionnent très bien en 11 tomes. Sauf la fin de ces 11 tomes, puisque en fait c'est une sorte de ok, ces intrigues-là existent, on aurait pu les conclure, on les fait glisser. Parce que la deuxième partie, en fait, c'est de nouveaux personnages arrivent dans la prison avec leurs nouvelles intrigues, leurs nouveaux caractères, leurs nouveaux pouvoirs. Ils vont devoir régler leurs histoires, et en réglant ça, ils vont récupérer les héros de la première histoire petit à petit, et régler leurs problèmes. Sauf que, comme la seconde partie a mis du temps à démarrer, et que c'est un peu une sorte de départ à zéro, c'est quelque chose qui tient absolument pas dans un magazine de prépublication. Du coup, la série s'est fait dégager, et il a fallu le terminer rapidement. Donc t'as tous les anciens personnages qui font hop, on est là, on est là, on est là, et tous les anciennes intrigues qui se recoupent d'un coup en se tombant sur les nouvelles. Donc les nouvelles, on s'en fout, et les anciennes, bah c'est traité rapidement. Et donc je trouve ça tellement con d'avoir 11 tomes excellents, avec au niveau du dessin, au niveau des combats, au niveau des personnages, au niveau des intrigues, et finalement une deuxième qui aurait pu avoir le potentiel de suivre la même chose mais en prenant plus son temps au départ par exemple, et qui s'écrabouille comme ça à la toute fin quoi. Je regrette pas de l'avoir lu et je regrette pas de le conseiller, mais voilà, soyez prévenus que la fin ne justifie pas les moyens. Ensuite, Ninomiya Masaki, j'en parlais il y a très peu de temps. Hop, la deuxième œuvre des colis de Meian, dont j'ai le plus envie de découvrir la suite. Je pense que c'était avec le deuxième envoi, je ne pourrais pas le dire. Peut-être il y en a eu un dans chaque envoi, je ne sais plus. Et donc on a un petit policier et sa famille qui est pas non plus toute rose, puisqu'il y a quelques secrets entre eux. Parce qu'évidemment, bah, il y a eu des problèmes, donc ils ont caché ça sous le tapis et il n'y a plus rien qui est très fonctionnel. Et en plus de ça, ils arrivent dans un village où il y a des cannibaux. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Des cannibales, d'où le nom du manga. Cannibal. Bon, ils ont juste une faute de frappe pour la première lettre, mais sinon c'est le même mot. Et donc, bon, il y a une petite histoire familiale et de reconstruction qui fonctionne très bien, qui est touchante. Et à côté de ça, on a une sorte d'horreur latente et d'incompréhension totale, vu que bah, le village est complètement fou, qu'il est coincé par une famille qui semble tout gérer, et qui a de sérieux problèmes mentaux, ça on va pas se le cacher. Et donc je pense que ce sera un thriller palpitant, avec une belle confrontation entre bah, une famille normale, avec ses failles, mais qui essaie d'être normale et joyeuse, et une famille qui se cache pas être complètement fêlée, et ça risque de faire des étincelles. Et ça promet d'être très bon. Et en plus, en fait, je suis tombé sur une scène de sexe. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme argument? Hop, hop, hop. Ah, on approche de la fin de cette deuxième étagère. Plus que 3 étages entiers. Vas-y, la suite, c'est quoi? Ah, Oba Tsugumi. Donc on va faire quelques tomes d'un coup et ça va bien avancer. Faut que je revérifie l'ordre par contre. Hop, je vous prends quelques secondes. Oba Tsugumi Manga News. Mais ça me paraît con un truc. Parce que si je suis l'ordre chronologique, il y a le one shot spécial de Death Note qui va se caler après
Platinum End et Bakuman. Sauf que c'est stupide de faire ça. Ouais, Death Note, Bakuman, Platinum End, dans ce sens-là, oui, ça je le savais. Ouais, bon, on mettra le one shot, hop, en plus. Ça, ça, et il est où? Là. Hop là, 4 œuvres à traiter d'un coup, du même duo. On a déjà parlé du dessinateur la dernière fois avec School Judgment, que je vous conseille, parce que c'est une petite œuvre pas piquée d'un hanneton, mais que j'aime beaucoup. Et là, donc, il y a Death Note, vous connaissez sûrement, vous savez que c'est un chef-d'œuvre, et ben, c'est pas spécialement ce que je pense. J'ai trouvé ça évidemment très bon à la découverte, que ce soit la première partie ou la deuxième aussi. J'ai jamais eu de problème avec elle. Et à la relecture, eh bien, je trouve ça moins pertinent, largement. Parce qu'en fait, la première partie est finalement très longue et fonctionne largement sur les mystères et sur les non-dits. Sauf que quand tu sais pertinemment quelles sont les solutions de ces mystères et quelles sont les solutions de ces non-dits, c'est très long. Alors les longs monologues en mode je sais que tu sais que tu sais que je sais que tu sais, alors que bah toi tu sais aussi, ah ça prend bien son temps quoi. Il reste toujours évidemment des passages qui fonctionnent plutôt bien, et des questionnements aussi, mais alors c'est moins pertinent à la relecture. Par contre, la deuxième partie, je l'aime toujours moi. Parce que les antagonistes, on peut appeler ça comme ça, ben fonctionnent bien. Moi j'ai rien contre eux. J'apprécie leur duo sans le vouloir. Et c'est surtout au niveau des héros que ça marche bien parce que je les trouve bien plus humains. Pas forcément Light, parce que bah, lui, niveau humanité, on passera. Mais alors, les autres du groupe de police dans lequel il fait partie, je les aime beaucoup. Notamment celui qui a une coupe plus ou moins afro dans la première partie. Je sais plus son nom. J'aurais dit Aizawa à la base, mais je pourrais pas être sûr. Et ben, ils sont vachement plus humains et vachement plus intéressants, et donc c'est vachement plus complet, et je préfère la deuxième partie. Mais c'est vachement bien la voiture, donc c'est pas un chef-d'œuvre pour moi. Heureusement, récemment, il y a eu un one-shot avec quelques histoires bonus en plus. C'est cool d'avoir d'autres visions de ce qu'on peut faire avec un Death Note, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour soi-même. C'est pas obligatoire du tout, mais c'est sympathique d'avoir des visions différentes d'œuvres plutôt connues, et donc bah, je prends plutôt volontiers. Ensuite, Bakuman, qui est largement mon œuvre préférée du trio, mais genre large, large, large. Ah mais qu'est-ce que j'adore! C'est une série où il y a beaucoup de blabla aussi, et pourtant, à la relecture, je trouve ça toujours aussi pertinent. L'histoire d'amour entre les deux personnages principaux est un peu gnangnan et prend un peu le pas à la lecture, sinon à la fin lecture, moi ça me va très bien. Mais alors, parler comme ça du monde du manga, avec tous les détails qu'il y a dessus, les rivalités entre auteurs, le fait de pouvoir s'entraider aussi, l'apprentissage du dessin, l'apprentissage de la façon d'écrire des histoires, ce qui se passe pendant la publication, les apprentissages des éditeurs, tout marche très bien, parce que les personnages sont attachants, sont vivants, et ont vraiment des choses à raconter. Et donc, ben, moi j'adore relire cette œuvre à chaque fois, et vraiment c'est mon préféré du trio. Parce qu'après il vient Platinum End, et c'est compliqué, hein, on va pas se cacher. Parce que bah, on a un tome d'introduction qui marche à peu près, puisqu'il montre les règles, et donc bah, à part être stupide en montrant les règles, tu peux pas trop te rater. Et ensuite jusqu'au tome 7, t'as un adversaire, le même, qui est pas spécialement intéressant, et les combats donc sont donc super longs. Les personnages ont soit une flèche qui tue, soit une flèche qui permet de contrôler les personnages et des ailes. Et pourquoi est-ce qu'ils font des combats aussi longs? Comment c'est possible de tenir aussi longtemps dans des combats avec seulement ça? Pour cette première partie, je retiens donc Mukaido, qui est le seul adulte dans les parages, et qui est donc le seul qui a des vrais enjeux et des vraies choses à raconter. Et il y a aussi Nakuomi, je crois, un truc comme ça, celui qui a fait la chirurgie esthétique, parce que bah lui aussi il est touchant, alors que les autres, ah j'en ai rien à foutre de leur rôle et de ce qu'ils peuvent faire. Et ensuite il y a la deuxième partie, qui est différente, elle est longue, pas pour le combat, parce que là il y en a plus, mais qui est longue parce que les personnages font que parler tout le temps. Sauf que je préfère celle-là, parce qu'il y a quand même des réflexions sur le fait d'être un dieu, sur le fait d'être un candidat, sur la vie, sur l'humanité, tout ça. Et en plus, il y a une conclusion qui marche, sans moi. Alors c'est une œuvre très longue que vraiment je vais pas conseiller, même si on est fan des auteurs et ce qu'ils ont fait. Mais j'aime bien la conclusion et j'aime un peu mieux la deuxième partie.
Mais c'est con de faire ça quoi. Après, Death Note qui est excellent à la première lecture, et Bakuman qui est excellent tout le temps. Mais je reste très curieux de voir leurs prochains travaux. Je crois qu'il y en a un actuellement d'ailleurs qui a commencé. Et ce serait rigolo de faire Death Note, donc où il y a des histoires de démons et de pouvoirs spécifiques avec un livre. Et ensuite, deux séries plus loin, Platinum End, où il y a des histoires d'anges et de pouvoirs particuliers. Et ensuite, d'avoir fait donc Bakuman en deuxième, où c'est une histoire tout à fait classique de deux potes qui veulent devenir mangaka. Et actuellement, je crois que c'est. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est l'histoire de deux potes qui veulent devenir. Et après, bah, c'est un métier que je n'ai pas retenu. Faut que je regarde à nouveau parce que c'est pas très précis. Hop. Bakuman, Bakuman. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que ça se répétait. Genre, ils ont fait des œuvres. Ils ont fait leurs œuvres 1 et 3 qui se ressemblent, et là, leurs œuvres 3 et 4, 2 et 4, putain, je suis quand même con, qui vont se ressembler aussi. Hop. Voilà. On va virer ça aussi. Voilà. Mangaka. Alors oui, mangaka ça doit Bakuman, mais je crois qu'ils sont dans une œuvre autre actuelle qui veulent devenir autre chose. Mais je suis pas sûr que ça soit eux parce que c'est pas noté sur Manga News. Je vérifie. Hein. Obata. Ah voilà. C'est donc Takeshi Obata qui est le dessinateur. C'est juste le dessinateur qui est de retour sur la série. Et en fait, c'est deux jeunes qui se battent pour devenir un duo comique. Voilà. Donc finalement, ça retrouve des trucs comme ça, mais c'est pas le même auteur, donc ça va. Ah bah. Vu le nombre de tomes, je crois qu'on est à la dernière œuvre du jour en fait. Parce que je fais une étagère par live. Et là, on est donc à Oda Eiichiro. Donc on va parler de One Piece. Alors faut que je prenne le tome 1, mais il y a 43 tomes dessus, donc je vais peut-être éviter de le faire. Et bah je vais pas me faire que des amis. On en avait parlé dans le dernier live avec quelqu'un qui a dit moi j'adore One Piece. Et donc un avis très très bon. J'ai adoré One Piece depuis autant. Genre, ce fut mon deuxième manga. Parce que j'ai d'abord lu Dragon Ball en boucle quand j'étais jeune, parce que mon père possédait des tomes de Dragon Ball. Et c'est ça qui m'a lancé dans la passion des mangas. Et. Ah. Et, pardon. Une fois au collège, j'ai découvert One Piece. Et bah, j'ai tout lu. J'ai extrêmement kiffé. Ce fut mon manga préféré pendant très très longtemps. Mais maintenant que j'ai quand même 102 séries, selon mon document Excel que j'utilise pour les ranger, c'est largement plus mon préféré. Que ce soit parce que j'ai trouvé des œuvres que je trouve mieux, et que ce soit parce que j'aime moins les arcs actuels. Parce que je pense qu'à la relecture, parce que ça fait quelques temps maintenant que j'ai pas relu, alors qu'avant j'avais relu plusieurs fois, si on prend la partie Is Blue, ça je vais kiffer sans souci, parce qu'on sent bien l'aventure, on sent bien le côté particulier des personnages. Enfin, en soi, si on reprend vraiment toute la première partie jusqu'à l'ellipse, ça marche vachement sur moi, notamment mes préférés, donc c'est Skypiea et Thriller Bark, parce que le côté aventure, qui est le côté que je préfère moi dans One Piece, le côté aventure, découverte, un peu genre tranquille sans prise de tête, et juste balade de pirate. Et dans cette première partie, il y a aussi Marineford, qui est moi l'arc que j'aime le moins. Et à chaque fois que tout le monde parle du fait, oh là là, l'arc coalition dans Kingdom, c'est vraiment l'arc Marineford de One Piece. Ou alors l'arc actuel dans Undead Unlock, c'est vraiment l'arc Marineford de One Piece. Et donc ça me sort par les yeux, parce que pour moi c'est un très mauvais argument pour vendre un arc. Parce que bah j'aime vraiment pas Marineford moi. Je trouve ça très long pour ce que ça a à raconter. Certes, ça fait bouger finalement le monde et ça raconte, enfin ça fait bouger la volonté de Luffy et sa construction, mais la façon dont c'est montré, eh ben j'aime pas du tout.
Notamment parce que je trouve que Oda gère très mal quand il y a beaucoup d'intrigues en même temps, et il le gère de moins en moins bien d'ailleurs. Et bah finalement, je suis même pas fan en fait de ces combats. Jusqu'à Marineford, j'aimais bien son souci. Je savais même pas te dire pourquoi, qu'est-ce qui a changé entre avant et après Marineford. J'aime pas Skypiea. Ouais, je sais que c'est pas l'arc qui plaît le plus. Mais moi, juste le côté aventure et le fait de parler des rêves, ça me parle bien et ça me suffit, je pense. Je trouve One Piece plus efficace quand il y a moins d'intrigue et que c'est plus foufou. Et sinon, après l'ellipse, ben, moi, l'île des hommes poissons, ça me va. Je sais que ça plaît pas à grand monde, mais j'ai pas grand chose contre. Après Punk Hazard, j'aime beaucoup, parce que là aussi, c'est un peu de l'aventure. Il y a une île à moitié glace, à moitié feu, il y a pas mal de mystères, il y a pas mal de trucs à découvrir. J'aime bien. Ensuite, c'est Dressrosa. C'est super long, mais ça m'avait pas dérangé tant que ça quand j'avais découvert. Ensuite, il y a Zoo, que j'adore, parce que ben, là, c'est tout tranquille et pas mal de mystères aussi. Après, il y a l'arc de Wall Cake, qui est super long, parce qu'évidemment, il fait des arcs de plus en plus longs, et donc c'est un peu compliqué. Que je trouve plutôt honnête. Là non plus, j'ai jamais eu de gros griefs contre cet arc. Et après, là, depuis, on est au pays des Wa, Dressrosa Masterclass. Ah, mais c'est pas un avis très commun non plus, hein. Il y en a qui trouvent ça beaucoup trop long parce que ça a raconté. Mais voilà, c'est bien que ce soit du côté positif de Dressrosa. Parce que j'irais pas jusqu'à dire Masterclass, mais je trouve plutôt bon. Parce que pour voir qu'il fait 100 tomes, il a suffisamment de choses à raconter là-dedans. Donc moi ça me va. Et ensuite, depuis, on est sur Wano, donc, et ah, je suis plus en galère, hein. Normalement, donc comme je l'ai dit et comme tu l'as compris, ce que je préfère, donc c'est les parties préparation plutôt que les parties bataille. Donc j'étais très content de découvrir ce qui se passait sur Wano avant d'aller à Onigashima. Sauf que même la préparation, je trouvais ratée. Parce qu'en fait, bah, nos personnages récupèrent des soldats, récupèrent des armes, tout ça, puis perdent tout, puis donc ils récupèrent, puis ils perdent tout, donc ils récupèrent, et donc il y avait des soucis de construction. Parce qu'il fallait prendre le temps de mettre en place les nombreux acteurs de cet arc, et bah c'était fait de manière plutôt étrange. Et depuis, on est sur Onigashima et ben il y a plein d'intrigues en même temps, donc ben Oda il sait pas gérer ça, je trouve. Dans un chapitre, tu fais tac 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 entre toutes les intrigues et ça avance rien du tout. Je préférerais largement qu'il fasse une intrigue entière d'un coup, qui change, une intrigue entière d'un coup. Ça fait une construction différente, mais parce que là, d'un tome à l'autre, j'ai pas l'impression d'avoir réellement avancé. À lire d'une traite, je suis sûr que ça sera vachement plus agréable, ça vraiment. Je relirai tout l'arc Wano une fois que tout sera terminé et qu'on aura tous les volumes, ça pas de soucis, je pense apprécier bien plus. Mais là, à aller sur tome par tome, je suis pas convaincu. Bon bah, on va placer maintenant les tomes de One Piece dans l'étagère, et on va voir s'il restera de la place dedans, et donc si il restera du live à faire. Mais sinon, préparez-vous à ce qu'on s'arrête. Hop. Mais oui, mais j'ai les tomes 40 là, comment tu veux que je range les premiers tomes? Ah, c'est stupide. Aïe. Hop, hop. Bon bah, on va ranger au hasard du coup. De toute façon, on n'a pas la place pour beaucoup de tomes là. Hop, oula, je vais faire tomber les tomes de Black Clover. Hop, voilà. 44 tomes de placés déjà. Ok. 51 tomes, nous voilà sur Sabaody. Hop. 5. Ah, là. Ça va pas être le moment le plus passionnant pour vous, hein. Après, c'est pas non plus très intéressant pour moi.
soit déjà le bas des tomes, je sais pas, mais là les tomes sont tous décolorés, c'est rigolo à voir. Bon bah oui, c'est bien là les derniers tomes d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de place. Hop. Et ben voilà, la deuxième étagère est rangée. Il ne restera donc plus qu'une. Et plein de tomes partout par terre, ça fait plaisir, vraiment tout le monde va être content de voir ça ce soir. Parce qu'on m'a dit, eh mais fini de ranger. Donc là, bah il y a plein de tomes par terre. Regardez. Ceci est fini de ranger. Tome par terre, tome par terre, tome par terre. Et voilà, donc on a fait 1h15 de live pour ranger Parasite, pour ranger Magus, Hideout et Bestiarius, King's Game, de base, extrême et origine, pour ranger Deadman Wonderland, pour ranger Kiei, qui est allongé. Super, ce genre, les tomes allongés, c'est vraiment très pratique pour voir ce que c'est. Samurai 8, Deep Sea, Aquarium Magmel, Demon Tune, les cours au savoir, Dreamland, le joli Fairy Tail, avec ce super tome double en plein milieu, Eden Zero, Heroes, Assassination Classroom, Act Age, Annales Inaccessible, Jackals, Rudolph Turkey, Balzar, Gamaran, Ariadi, Gannibal, Death Note qui est aussi allongé, donc RIP Death Note, Bakuman, Platinum End et One Piece. One Piece avec quelques tomes avec la truc jaune en plein milieu. Les petits plaisirs de rangement. Avec des tomes jaunis là, avec des tomes blanchis là. Vraiment le top de l'édition. Et les tomes bonus. Sur le film Strong World, que je n'avais même pas vu, et que j'ai eu comme ça, qui j'ai pas grand chose à dire dessus. Gold, que j'avais vu en film, puis que j'ai acheté comme ça. Qui est, bah en fait, c'est pas très terrible en fait, parce que c'est vraiment des captures d'écran du film, donc bah autant voir le film en fait. Des guidebooks sur les personnages, bah en fait, autant lire le manga plutôt que lire des guidebooks. Et des quiz, ça c'était rigolo à faire. Un peu long, vu qu'il y a quand même 1000 questions au total, mais sympathique. Et voilà, voilà pour ce live. Merci à tous de m'avoir accompagné pendant cette après-midi, évidemment. Merci. Vas-y, rallume-toi l'écran. Allez là, mon PC. Je voulais remercier les gens. Bah merci Happy Beam pour ta participation. Merci Lou13 pour ta participation. Merci Shox Wifty pour ta participation. C'était très sympa de venir discuter. Et merci aux deux qui ont lâché un follow, ça fait très plaisir. On se retrouve prochainement pour finir de ranger cette mangatech. Je sais pas quand. On verra à quel moment je serai libre et qu'il y aura personne à la maison. Sans doute aussi pour un peu de gaming, on verra. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À bientôt. Ouais, à plus Happy Beam.